Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère qui va tourner en 26 minutes chrono autour des 25 heures de direct que TV5 Monde consacre à la francophonie les 21 et 22 septembre prochains. 5 continents, 23 destinations au programme avec des escales d'une heure à Cayenne, Basse-Terre, Papeete, Nouméa et Saint-Denis de la Réunion, mais aussi d'Abidjan à Kinshasa, en passant par Montréal, la Nouvelle-Orléans, Pékin ou Beyrouth. Et dans ces 26 minutes, nous allons aussi tourner autour de notre invité, le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, grand totem de l'audiovisuel, du foot et de la musique, ami de toutes les stars de ces dernières décennies, biographe de Bardot et de Michel Berger. Les 25 heures de la francophonie de TV5 Monde vont faire étape à Madagascar, le goût de l'enfance d'Anne Bonneau aussi, auprès du très tranquille Félix, qui se rappelle la tisane de sa grand-mère. Quant à Jean-Marie Chazot, dans son Speak French, il ira voir si la chaîne la plus francophone se fourvoie dans l'anglais ou non pour les titres de ses émissions. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Yves Bigot. Bonjour. Vit-on la francophonie de la même manière en France qu'à Bruxelles, à Montréal qu'en Afrique où les francophones sont les plus nombreux ? Bien sûr que non. Déjà, on vit la francophonie différemment hors de France. Pour une raison simple, c'est que la France, de tous les pays francophones, est le seul où le français n'est pas menacé. Donc déjà, c'est pas le même rapport du tout. Moi, j'ai vécu à Bruxelles, notamment, où je dirigeais la télévision publique, la RTBF, et j'ai bien vu, en Belgique, le français doit lutter contre le néerlandais. Vous savez, dès que vous passez la frontière linguistique, donc immatérielle, quand vous allez en Flandre, très souvent, si vous vous adressez en français à un flamand, il refuse de vous répondre parce qu'il estime que vous devriez avoir appris sa langue comme lui a appris la vôtre. Alors évidemment, les Français n'ont pas la conscience de la francophonie et de la richesse formidable que ça représente pour nous et surtout pour notre avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, en matière économique, mais donc d'emploi, de richesse culturelle et puis d'influence de la France géopolitique, géostratégique. Est-ce que les Français sont plutôt moins francophonistes que d'autres ? Oui, bien sûr, pour la raison que je viens d'évoquer. Parce que nécessairement, les Belges, les Suisses, les Canadiens francophones, qu'ils soient québécois ou d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, etc., eux, ils doivent se battre pour que le français ait toujours droit de citer, existe, résiste sur leur territoire. Alors, en Afrique, au Liban aussi. Par exemple, au Liban, maintenant, tout le monde parle à peu près 3 langues. D'ailleurs, souvent, les Libanais, dans la même phrase, vous parlent à la fois en français, en arabe et en anglais, et y compris dans le plus grand pays francophone du monde, donc la République démocratique du Congo, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent, alors pas forcément exclusivement, mais en tous les cas, le lingala ou le swahili, les 2 langues nationales. Alors l'anglais, vous y faites allusion, l'anglais il règne sur les médias que vous connaissez bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont meilleurs pour faire des séries, leurs programmes sont plus alléchants. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le français est à la traîne ? Alors évidemment, les sphères d'influence des 2 langues ne sont pas les mêmes, mais en dehors de ça, on a l'impression que l'anglais quand même dame le pion régulièrement au français. Il faut dire les choses comme elles sont. Le XXe siècle et pour l'instant le XXIe, ce sont le siècle de l'anglais. C'est la langue de la modernité qui a comme avantage d'être effectivement une langue attrayante parce que c'est celle du rock ou du jazz, de la musique internationale, des séries télévisées, vous venez de l'évoquer, mais de la technologie aussi pour se servir de notre téléphone portable ou de notre ordinateur. La plupart du temps, on a besoin d'utiliser des mots en anglais. Et puis ensuite, on parle d'un smartphone assez régulièrement, par exemple. Bien sûr. Et puis par ailleurs, il y a anglais et anglais, c'est-à-dire que il y a beaucoup de monde qui parle de Queen's English, mais il y en a surtout beaucoup qui parlent cette espèce de globish, qui est de l'anglais qui ne serait mal noté à Oxford, mais qui, en revanche, permet un peu à tous les citoyens de la planète d'échanger entre eux. Et donc, nous, on doit se battre pour la langue française. Ça n'est pas de vouloir remplacer l'anglais ou l'arabe ou l'espagnol ou le mandarin par le français. C'est simplement de s'assurer que le français continue d'être une langue internationale qui vive
à côté des langues nationales, notamment en Afrique, mais à côté de l'anglais ou de l'arabe ou de l'espagnol. Deux réponses très rapides pour l'amateur de musique et l'amateur de foot. Vous êtes plutôt Bob Marley ou Alain Souchon? Vous êtes plutôt Première Ligue anglaise ou Ligue 1 française? Alors moi je suis Première Ligue, même si la Ligue 1 française s'améliore beaucoup avec les grands joueurs qui s'y développent et puis une très belle génération française. Mais je suis Première Ligue parce que le jeu anglais est un jeu beaucoup plus direct, un jeu beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique et donc plus attrayant à regarder. Et Souchon ou Marley? Alors, j'aime beaucoup Alain Souchon, donc il va très mal vivre le fait que comme lui, je préfère Bob Marley. Alors si vous ne savez pas qui vous parle, qui est Yves Bigot, c'est que vous avez su garder vos distances avec le PAF, le paysage audiovisuel français, qu'il a écumé sous les boules à facettes, derrière les ballons ronds et à tous les postes à responsabilité. Pour le reste, emboîtons le pas du coupé-décalé de Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Yves Bigot? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Eh bien, quand il était petit, Yves twistait à Saint-Tropez et croisait les futurs Pink Floyd ou Rod Stewart en train d'y faire la manche. À 17 ans, âge peu sérieux, il ouvre son propre magasin de disques dans l'espoir qu'elle en poussera la porte. Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse de son temps. Elle porte des chemises d'homme et change d'homme comme de chemise. À 18 ans, Yves, natif de Limoges, déboule dans le PAF comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Europe 1, Antenne 2, Canal+, France Inter, RTL, Rock & Folk, le JDD, le Nouvel Obs, la RTBF, cet homme-là se confond avec un catalogue des médias. Il les connaît tous et tout le monde le connaît. Alors ne lui dites pas qu'en juin dernier, il a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Lui qui est tellement occupé à TV5 Monde qu'il a dû ajouter une 25e heure à ses journées. La 25e heure, c'est celle du Tour du Monde de TV5. Votre journal francophone, Le Monde en français, il ne fait pas 1 heure, il fait 64 minutes. Vous courez toujours après le temps. Vous n'avez pas le temps de tout dire dans les formats imposés? Je dois être une caricature de l'homme pressé, effectivement. Oui, c'est parce que sans doute, d'abord j'aime ce que je fais. Hein. J'ai surtout la chance d'avoir toujours fait des jobs que je rêvais de faire. Hein. Donc voilà, c'est juste magnifique. Et en quoi une chaîne comme TV5 Monde se distingue de toutes celles que vous avez fréquentées ou dirigées auparavant? Parce qu'elle est mondiale d'abord, ensuite parce que c'est une entreprise qui est unique au monde, hein, puisqu'elle est multilatérale, financée par 5 États, la France, la Suisse, le Canada, le Québec et puis la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la moitié francophone de la Belgique, mais qui au-delà représente les 84 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est quelque chose de totalement inédit, c'est un modèle qu'il faut qu'on réinvente tous ensemble quotidiennement. Donc c'est évidemment une aventure absolument passionnante et puis qui m'a emmené dans des endroits de la planète où même le rock ne m'avait pas emmené, pourtant j'en avais déjà visité beaucoup. Est-ce que c'est vraiment de ce côté de l'écran que vous vouliez être? Est-ce que comme d'autres, comme le chantait votre ami Michel Berger, est-ce que vous n'auriez pas voulu être un artiste, Yves Bigot? Alors un artiste, non, parce que j'en ai pas le talent, mais un animateur, à la radio, j'ai donné très longtemps, à la télé aussi, puis on ne sait jamais, hein, après la retraite. Et un artiste du ballon rond? Si elle vient un jour. Un artiste du ballon rond, ça vous aurait plu? Ça m'a fait rêver beaucoup, oui, bien sûr. Hein, j'ai même été un temps stagiaire à l'AS Monaco. Donc oui, j'ai rêvé de devenir un footballeur professionnel. Je ne le suis pas devenu, alors sans doute, parce que mon talent devait être insuffisant, parce que sinon on m'aurait poussé à ne pas abandonner. Et puis j'ai eu le choix, quand j'ai eu 18 ans, on m'a proposé d'être engagé comme réalisateur à Europe 1, à la radio. C'était en 1973. À l'époque, j'avais les mêmes cheveux que les Allman Brothers, donc qui dépassaient mes coudes. Et dans le monde du football assez réactionnaire de l'époque, ça m'avait valu de ne pas être sélectionné, par exemple. Il y avait Rocheteau qui avait les cheveux un peu longs, mais pas à ce point-là. Mais c'était un peu après. Ouais. C'était déjà 2-3 ans plus tard. Non, il y avait Gilbert Gress qui jouait au VfB Stuttgart et justement, on ne le prenait pas en équipe de France à cause de ses cheveux. Et moi, j'ai vécu la même chose. On m'a refusé la sélection en équipe du Sud-Est parce que je ne me faisais pas couper les cheveux. C'est ce qui m'a amené à choisir la radio, dont je pensais que c'était un monde plus progressiste à l'époque. Et surtout, on ne voit pas les cheveux à la radio. Nous l'avons dit sur les 23... Enfin, maintenant, si. Alors maintenant, si, maintenant que la radio est filmée. Sur les 23 destinations du Tour du Monde télévisuel en un jour de TV5 Monde les 21 et 22 septembre prochains, 5 escales se feront dans les Outre-mer grâce à notre réseau de stations, des premières donc, dont le directeur général, Wallace Cotra, nous dit que les Outre-mer et la francophonie marchent désormais main dans la main, même s'ils ne sont pas partis du même pied.
L'histoire, et notamment l'histoire de la colonisation, fait que finalement on a un peu opposé la francophonie et nous, l'outre-mer. Or, moi je dis que finalement, ces deux réalités-là qui sont à la fois le fait d'être français fait qu'on a un regard sur le monde qui est un peu différent. Et en même temps, le fait d'être dans le monde, partout où nous sommes, dans le Pacifique, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien, proche de l'Afrique, le fait qu'on soit dans le monde fait que nous sommes des Français différents. Nous vivons notre réalité française, nous apportons cela dans l'ensemble national. Donc finalement, je crois qu'on avait vocation à se rencontrer. Souvent, nous avons des problématiques particulières. En Polynésie, il y a ce face-à-face, ce dialogue entre le français et le tahitien. En Nouvelle-Calédonie, il y a la question institutionnelle où finalement, à l'intérieur de l'ensemble français, on s'interroge sur comment vivre ensemble. Il y a la question du créole, etc. Donc dans chaque pays, nous essayons de porter cela, quoi. Vu de Paris et de votre regard international de TV5 Monde, Yves Bigot, les Outre-mer, elles ont une identité télévisuelle commune ou bien chacune vous paraît très différente ? Chacune nous paraît très différente, et ce qui est logique, puisqu'elles ne sont pas sur les mêmes continents, pas sous les mêmes latitudes nécessairement non plus. Mais ce que dit Wallace Cotrin est extrêmement juste. Je pense que l'outre-mer, c'est même la clé d'entrée vers la francophonie pour les Français. Comment est-ce que les Outre-mer sont perçus du reste de la francophonie ? Alors, comme des territoires, évidemment, qui en font partie intégrante d'une part, mais qui ont un statut différent télévisuellement, puisqu'elles ont leur propre chaîne au sein de France Télévisions. Mais du coup, nous, en tous les cas, à TV5 Monde, on ne traite pas directement ces territoires, puisqu'ils sont traités via eux-mêmes et via le relais de France-O et France Télévisions. Donc, c'est effectivement un statut très, très particulier et à part chez nous, mais je tiens à faire remarquer par exemple que nous avons rebaptisé la chaîne qui s'appelait TV5 Monde Amérique Latine, s'appelle maintenant TV5 Monde Latine, Amérique Latine et Caraïbes, pour bien effectivement y faire figurer notamment l'ensemble des Antilles françaises. Si vous aviez un trou dans votre carrière professionnelle très chargée, alors si ça arrivait de nouveau et qu'on vous proposait un poste de directeur régional aux Antilles, en Guyane, dans le Pacifique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qui vous tenterait le plus ? Mais pourquoi m'interdisez-vous Tahiti ? Eh bien, j'ai dit le Pacifique, donc voilà. Oui, mais c'est vaste. Alors, Tahiti en particulier. Tahiti, ça fait rêver. Voilà, le principe, c'est parce qu'on dit Tahiti, comme les Américains, eux, on leur dit Hawaï, c'est l'équivalent du paradis dans l'imaginaire. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie d'Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, à propos du tour du monde télévisuel de la francophonie qu'organise sa chaîne les 21 et 22 septembre prochains, avec la participation de 5 destinations outre-mer grâce au réseau Première. L'antépénultième étape se fera à Antananarive, la capitale de Madagascar, avec Sébastien Follin sur place. Et c'est justement sur la grande île que nous nous rendons avec Anne Bonneau pour le goût de l'enfance très apaisant de Félix. J'habitais de mon enfance dans la campagne, c'est-à-dire que j'ai une vie de la campagne. Il y avait dans les 50 toits, oui, 50 toits à peu près, oui. Le matin, quand on se réveille, c'est notre grand-mère qui nous prépare le petit déjeuner. Et avant toute chose, elle nous offre le matin un petit tisane. Un petit tisane, c'est-à-dire une mixture où on trouve plusieurs plantes médicinales qu'elle prépare minutieusement. Il y a ses parents qui l'avaient appris à connaître les plantes médicinales, des plantes sauvages. On ne trouve qu'à Madagascar. Il y a des fanazaves, il y a des tantkus, il y a beaucoup de choses dedans. Afirtan, il y a tout ce qu'elle connaît dans les plantes médicinales. Elle met ça, elle compose ça à sa façon. Des fois, elle met un peu du miel dedans, parce que c'est la tisane qu'elle prépare, c'est un peu amer. Oui, ça a un goût un peu amer. Même tous les gens du village, ils viennent
habituellement, régulièrement prendre leur tisane tous les matins chez ma grand-mère. Dès qu'ils sont aux alentours de la maison, ils appellent ma grand-mère. Ah, Razafi, donne-nous un peu de tisane, de ta tisane. Bon, elle sert toujours le tisane, même pour les gens du village. C'est pas secrète, elle le dit aux gens qui viennent parce que des fois il y a des gens qui demandent qu'est-ce que vous avez mis dedans, Razafi. Bon, elle explique aux gens, je mets ceci, cela, ceci, ceci, ceci. Et elle explique aussi la bienfaisance des plantes. Quand vous étiez jeune à Saint-Tropez, Yves Bigot, vous buviez beaucoup de tisane? Alors non, je ne bouais pas beaucoup de tisane. J'ai attendu un certain temps quand même avant le pastis, qui est un peu la boisson. Non, qu'est-ce qu'on buvait, nous on devait boire du sirop de grenadine, si ma mémoire Ou est du sirop bonne. d'orgeat, peut-être? Ouais, l'orgeat, mais je pense que j'ai la mémoire du rouge, mais parce que rouge et blanc, c'est les couleurs de Saint-Tropez aussi. Qu'est-ce que vous mangiez? Alors, évidemment, la soupe au pistou de ma maman, la tarte tropézienne, voilà, et la pisse saladière, c'est-à-dire ce qu'on mange à Saint-Tropez, les plats traditionnels. Pareil, quand on est un peu plus âgé, le vin d'orange aussi, c'est délicieux. Être ado à Saint-Tropez dans les années 70, est-ce que ça n'est pas se mettre en danger sur le plan de ce qu'on pouvait avaler, justement? Écoutez, d'abord, moi j'étais ado dans les années 60. Vous êtes généreux de vouloir me rajeunir, mais c'était plutôt les années 60. Encore pire, non? C'est les années de mort, de Pink Floyd, que Bien vous avez sûr, connues. Oui, bien sûr. De Paul McCartney, qui était là en voyage de noces, le mariage de Mick Jagger à la Chapelle Sainte-Anne, à Saint-Tropez, la fête au Et tout Bout ça, de vous Beauce. étiez dans le public, vous, alors? J'étais même pas dans le public parce que comme j'étais un petit tropézien, j'arrivais même à faire mieux que ça. J'étais au Café des Arts, dans les cuisines, etc. pour assister à des trucs auxquels, effectivement, à cet âge-là, on ne devrait pas assister. Mais c'était en même temps, très très bon enfant. Très franchement, moi, j'ai jamais senti le moindre danger à Saint-Tropez dans ces années-là, bien au contraire. Vous savez, ça paraît absolument démentiel dans la France de 2017, mais moi, chez mes parents, on n'a jamais fermé la porte d'entrée à clé. Et en matière de musique, vous diriez qu'on n'a jamais fait mieux que depuis ces années-là? Alors ça, évidemment, c'est toujours le vieux con qui trouve que c'était mieux avant, mais je pense effectivement que c'était mieux qu'aujourd'hui. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no, and Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but now, next time you see me coming, man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Connaissant votre expertise dans la matière, Yves Bigot, vous n'aurez aucun mal à désannoncer ce que l'on est en train d'entendre. Highway 61 Revisited de Bob Dylan par Johnny Winter. Bravo, bravo. Alors parmi tant d'autres, vous avez été confronté à chacun d'eux, vous les avez interviewés. Quels souvenirs vous ont-ils laissés? Alors Bob Dylan d'abord, moi c'est un peu mon idole, donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais je ne l'ai interviewé qu'une seule fois par téléphone depuis un studio de radio à Paris. Lui, il était à Detroit, aux États-Unis, juste avant un concert, donc c'est malaisé d'interviewer quelqu'un au téléphone. Déjà, c'est malaisé d'interviewer Bob Dylan, Bob Dylan qui avait un répondant extraordinaire. Quand on voit les vieilles interviews de Bob Dylan, il est absolument fabuleux dans ses réponses. Il cloue le bec aux journalistes qui sont en face de lui. Mais donc, quand on ne voit pas sa réaction, et puis vous savez, le décalage transatlantique, pendant 2 secondes, on n'entend pas sa réponse, on se dit, est-ce qu'il est parti? Est-ce que la question l'a fâché? Est-ce qu'il s'est endormi parce que je l'ennuyais? Donc, c'était Malcolm Johnny Winter, puisqu'on parle de lui. Je l'ai interviewé dans les coulisses de l'Olympia avant un de ses concerts, et vous savez, c'est un albinos. Johnny Winter, il ne supporte donc pas la lumière du soleil, ni du jour, et pareil, il est quasiment aveugle, donc voilà, vous n'avez pas son regard. Et c'est toujours compliqué et intimidant de parler à quelqu'un dont vous ne pouvez pas soutenir le regard. Selon l'expression, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Est-ce qu'il reste des icônes, des stars, des idoles pour quelqu'un comme vous qui les a côtoyés de près?
Oui, bien sûr. Moi, je suis toujours totalement bluffé par cette génération absolument inouïe, qui est sans doute l'équivalent pour la mienne de ce qu'était la génération de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Huysmans. D'où le prix Nobel de littérature pour Bob Dylan, c'est normal. Ah, c'est plus que normal, il a même tardé à venir. Oui. Et un artiste francophone de ces 50 dernières années, vous diriez qui ? Gérard Manset. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mais non, ça n'est pas une erreur de programmation, ça n'est pas Gérard Manset. Évidemment, c'est Georges Brassens, la balade des gens qui sont nés quelque part. Vous le connaissiez, lui ? Personnellement, non. Non. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? L'identité, c'est bien. On parle beaucoup d'identité à TV5 Monde, comme sur les Outre-mer, première. C'est bien, nous dit Brassens, mais point trop n'en faut. Alors oui, bien sûr, parce que l'identité, il ne faut pas que ça devienne le patriotisme, c'est beau, le nationalisme, ça le devient moins tout de suite. Donc oui, je suis fier d'être français, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que je pense que les gens qui ne sont pas français sont quoi que ce soit de moins que nous. Simplement, on est différents et c'est ce qui est intéressant, c'est de confronter et de multiplier nos différences. Et Brassens, c'est les tables de la loi en matière de chansons françaises. Alors si j'ai choisi Brassens plutôt que Manset, c'est parce que je vous ai lu et vous dites que tous les chanteurs français depuis 50 ans sont à la fois les enfants des Beatles et de Brassens. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eux-mêmes, ils le disent, ils le montrent dans tout ce qu'ils font, mais surtout, ils conjuguent cette chose très particulière qu'est la chanson française. C'est quelque chose d'unique au monde, c'est un chanté pour dire dans lequel les paroles, qu'elles soient poétiques ou qu'elles soient engagées, sont toujours plus importantes que tout le reste. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les traditions, qu'elles soient anglaises, italiennes, espagnoles, allemandes, sud-américaines, etc. Là où c'est la musique, même quand les paroles sont importantes, c'est la musique, c'est le son, c'est le rythme, c'est le timbre, ce sont les tonalités, le phrasé, etc. qui importent. Et donc tous les artistes français, vous évoquiez Alain Souchon tout à l'heure, ou Gérard Manset, dont je parlais, sont effectivement à la fois les héritiers de Brassens, en ce sens qu'il faut dans la chanson française que le propos prime, mais ils sont aussi générationnellement les héritiers des Beatles et de Dylan et des Rolling Stones. C'est la même période en plus, voilà, à peu près. Etc., puisqu'ils ont tous rêvé d'être des rockstars planétaires, mais limités d'abord par effectivement cette chanson française qui veut que les paroles priment, et puis aussi surtout dans leur génération, celle des années 60, 70, en fait jusqu'à il y a à peine une dizaine d'années, les limitations justement du français pour la diffusion planétaire dans les pays qui comptent le plus, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et justement, on termine avec le Speak French de Jean-Marie Chazot qui s'est penché sur les programmes de TV5 Monde avec son détecteur d'anglicisme et il a quand même eu un peu de mal à en trouver. Pas de money drop, de wall ou de grand blind test comme sur TF1 dans les jeux de TV5. Pas de cold case ou de private practice comme sur France 2 qui n'a pas voulu reprendre la traduction québécoise de ces séries américaines. Victime du passé, pratique privée, ça sonne pourtant bien en français. Non, sur TV5, les titres d'émissions ont le bon goût de la francophonie. Magasin général, péché gourmand, les carnets du bourlingueur. Ah si quand même, il y a ça. 4 stars à la recherche de la perle rare. Music Explorer sur TV5 Monde. Music Explorer, musique avec un C comme acoustique, écrit lui aussi à l'anglaise. Autre émission de la chaîne qui a aussi Riding Zone dans sa grille pour parler des sports extrêmes. Mais là, depuis la savate, il est vrai que les francophones ont un peu perdu la main pour imposer des sports aux non-français. Alors on est toujours trahi par ce qu'on préfère, Yves Bigot, sport et musique, c'est ça qui fait que vous n'avez pas droit à un sans faute. Vous prenez garde de ne pas avoir de titre d'émission en anglais sur TV5 Monde ? Oui, bien sûr, on y fait très attention. En l'occurrence, c'est amusant et ironique, Dominique, parce que Music Explorer, c'est justement une émission de François que nous reprenons. Donc vous voyez, ça n'est pas
TV5 Monde qui est le fautif à l'origine, mais pour acoustique, oui c'est vrai, c'est nous qui l'avons écrit à l'anglaise et pas à la française, mais phonétiquement ça se vaut. Mais oui, bien sûr, nous sommes très attentifs, nous avons une mission et un devoir de promotion, d'apprentissage, d'enseignement de la langue française, donc on essaie de faire le plus attention possible à ça. Et je vous dirais, il y a une double ironie, c'est que aujourd'hui, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, donc la Michaël Jean, haïtio-canadienne Michaël Jean a été gouverneur du Canada et à ce titre représentante de la reine d'Angleterre. Elle est parfaitement anglophone comme francophone et je le suis aussi. Donc c'est amusant parce que parfois quand on parle tous les deux, si c'est en public c'est toujours en français, si c'est en privé, il arrive qu'on se parle en anglais. Les 25 heures de la francophonie sur TV5 Monde, elles se feront uniquement et intégralement en français? Oui bien sûr, bien évidemment, oui bien sûr. Comme tous nos programmes, hein. Tous nos programmes à TV5 Monde sont toujours en français, sous-titré en 14 langues. Est-ce que vous fixez un seuil d'audience pour décréter que l'opération a porté ou non ses fruits? Non, malheureusement, parce qu'on n'aura pas les moyens technique de la calculer. Pour nous, je pense que la satisfaction et le plaisir déjà de tous ceux qui y ont participé, ça sera ça la plus belle récompense. Et on a parlé beaucoup de musique. Il y aura de la musique dans ces 25 heures? Oui, bien sûr, il y aura de la musique. Alors, notamment nous à Paris, donc le jeudi 21 septembre à 13h, heure de Paris, Guillaume Durand et Sylvia Garcia recevront Vincent Delerme qui se produira. Et puis, je crois que Outre-mer Première, notamment à Papette, et oui, alors vous pouvez y aller, hein, il y aura Synode Ouadra, ah non, ça c'est en Nouvelle-Calédonie. Voilà, qui aura reçu les francopholies justement quelques jours auparavant. Et puis il y aura Arnaud à Bruxelles chez nos amis de la RTBF, etc. Oui, il y aura de la musique. Jao Joby à Madagascar. Voilà, exactement. Donc tous nos partenaires, oui, nous aideront à avoir de la musique. Je crois qu'il y a Laurent Voulzy qui viendra chez nous aussi. Rendez-vous les 21 et 22 septembre pour le tour du monde de la francophonie de TV5 Monde avec 5 stations d'outre-mer. Merci Yves Bigot. Merci à vous et merci beaucoup à Outre-mer Première et à France Télévisions d'être nos partenaires parce que sans eux, nous ne pourrions pas réaliser ce tour du monde de la francophonie. Merci également à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.